Un réel plaisir de vous retrouver sur Niwad Info 1 pour Niwad Soir. Merci de votre fidélité. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Avec vous, on va décrypter une actualité sur le Sénégal, souveraineté alimentaire, le pays de la Teranga qui va qui va vers la production de blé à grande échelle. Le pays qui aujourd'hui couvre à 100% ses besoins nationaux en blé par des importations qui se lèveraient à environ 700 000 tonnes par an, dont 50% en provenance notamment de la Russie jusqu'en 2020. La donne va bientôt changer alors. On l'espère parce que vous imaginez un pays qui importe autant de blé pour la production nationale, c'est-à-dire la farine avec le blé dur, puisque c'est avec le blé dur qu'on fait la farine. Bon, le blé tendre, c'est ce qu'on utilise pour faire le pain. Et les Sénégalais sont consommateurs de ces deux denrées de façon extraordinaire et nous ne le produisons pas. En réalité, on a produit du blé au Sénégal depuis longtemps. Mais comme ça se fait dans nos pays, on attend, on parle, on théorise, mais rien. Il y a au Sénégal un institut qui s'appelle ISRA, qui est l'équivalent de l'ITRA au niveau du Togo. Vous remplacez le T par le S seulement en termes de pays. L'Institut sénégalais de la recherche agricole. Tout à fait. Vous avez également un institut qui fait un travail pareil ici, qui travaille sur plusieurs variétés bien sûr, pas seulement sur le blé, mais l'ISRA avait depuis longtemps travaillé sur des variétés de blé qui pouvaient être adaptées à la réalité sénégalaise, puisque le problème c'est que le blé était considéré pendant longtemps comme un produit pour les zones tempérées et autres qu'on ne pouvait pas produire dans nos tropiques, mais il a été prouvé depuis fort longtemps qu'on pouvait le faire. Mais la volonté politique n'a jamais été là pour développer ce qui a été trouvé par les chercheurs. Parce que les chercheurs, son rôle, c'est d'être dans les laboratoires, c'est d'aller sur le terrain, de vous dire, voilà les conditions dans lesquelles nous pouvons produire du blé. Maintenant, le faire à une certaine échelle, c'est une décision politique. Justement, qu'est-ce qui aujourd'hui motive cette décision politique d'aller vers la production locale à grande échelle du blé? C'est très clair. Tout le monde s'est rappelé que parfois on s'est réveillé dans nos pays, on n'était pas sûr de pouvoir trouver du pain pour le petit déjeuner ou bien pour autre chose, parce que avec la guerre en Ukraine, il y avait des problèmes pour faire sortir le blé, alors que vous avez dit qu'une bonne partie du blé vient de la Russie, alors que Russie plus Ukraine, c'est une grosse partie de la production mondiale en matière de blé. Donc, on a subi cela. Cela a secoué les gens. L'autre élément, c'est qu'à cause de la guerre, le cours mondial, à un certain moment, tout le monde a senti comment c'est monté. Le coût de la farine, le coût du pain a changé. Bon, les Sénégalais sont de gros consommateurs de pain. Ils sont également de gros consommateurs de pâtes. De pâtes alimentaires. Et quand on dit pain, quand on dit pâtes, on dit obligatoirement du blé. La conséquence, c'est que le coût devenait extrêmement important. L'État voulant réduire les prix est en train de subventionner. Et quand ça dure, la subvention devient également une sorte de casse-tête pour l'État. Mais la solution, c'est de produire. Mais il ne fallait même pas attendre cela. Nous sommes des États indépendants, cette souveraineté alimentaire. Mais quand est-ce qu'on va s'en occuper? Jusqu'à quand on va pouvoir dépendre des autres sur le plan alimentaire? Quand nous pouvons le faire, on a des terres, on a des espaces. Ce n'est pas faisable partout au Sénégal, mais il y a des zones où le climat permet de produire du blé. L'ISRA l'a fait. Il y a même un privé sénégalais qui l'avait expérimenté une fois pour montrer juste que c'était possible, mais qui n'avait pas été suivi à l'époque. Mais c'est le moment aujourd'hui. Et justement, produire localement, oui, mais est-ce qu'après, le climat est favorable? Oui, pendant longtemps, on a dit qu'on ne peut pas produire du blé à cause du climat. Vous avez encore des gens qui sont sceptiques, dont même le président de l'association des boulangers et pâtissiers du Sénégal qui dit non, lui, il n'y croit pas à ça. C'est un secteur très bien organisé, donc, au Sénégal. Mais c'est déjà fait. Parce que c'est ça le problème. Il ne faut pas qu'on nous mette dans une perspective comme si on est en train de vouloir faire. C'est justement déjà parce qu'une date a été annoncée d'ici le novembre 2023. Oui, ça c'est sur la base des nouvelles expérimentations, puisque l'ISRA a déjà travaillé avec plus d'une centaine de variétés de blé. Justement, quelles sont les variétés qui vont être produites maintenant localement? Il y a un certain nombre de variétés qu'ils ont essayé de produire, ça n'a pas marché, il faut le dire. Mais il y a d'autres variétés, aussi bien pour le blé dur que pour le blé tendre. C'est-à-dire aussi bien pour faire du pain que pour faire de la pâte, qu'ils ont réussi au niveau du Sénégal. Et toutes ces variétés sont là et ils sont même allés jusqu'à produire une variété. Parce que les autres variétés viennent d'ailleurs.
Mais ils sont même allés jusqu'à eux-mêmes mettre sur pied une variété qui peut être utilisée au Sénégal, qui a été essayée à Sangalkam, qui a été essayée également au niveau de la région du fleuve et qui marche. Et qui marche qu'on peut mettre à une échelle beaucoup plus importante. Et ce n'est pas une exception. On produit du blé au Togo. On va dire, mais le monsieur là, il sort d'où? Mais oui, allez voir l'ingénieur Amadou Sadat, qui est le directeur de Fameta, qui est une ferme agricole égypto-togolaise qui se trouve à Sokodé. Allez le voir, mais il est en train de produire du blé au niveau de cette ferme-là. Mais comme d'habitude, eux, leur rôle en tant que technicien, eux, leur rôle en tant que scientifique, c'est de montrer ce qui est possible. Oui. Maintenant, ce n'est pas leur rôle de prendre la décision de la production mais la mise en œuvre des projets relève de... Quand le technicien a fini de montrer ce qu'il peut faire sur le plan scientifique, il y a un accompagnement nécessaire quand on veut vulgariser, quand on veut multiplier. Donc, on le fait au Sénégal, on le fait au Togo, ça se fait également au Burkina. Puisque je viens du Burkina il n'y a pas longtemps, on produit déjà du blé au Burkina. Pour moi, le minimum, c'est que ces expériences africaines en la matière, mais qu'on mette ensemble ces compétences d'un point de vue technique pour voir quel est le blé qui est le meilleur par rapport à notre région, mais qu'on produise une bonne fois pour tout du blé, pas seulement pour nos pays, mais pour l'Afrique, et qu'on oublie le fait que le blé vient d'ailleurs. Comment motiver nos États à aller vers cet esprit de synergie pour justement, l'enjeu est de taille, la souveraineté alimentaire en Afrique, le besoin y est. Mais l'enjeu dépasse un enjeu de taille parce que quand nous dépendons sur le plan alimentaire et que parce qu'on a bloqué une voie par laquelle les navires devaient passer, parce qu'il y a des bombardements là-bas. Oui. Le navire ne peut plus venir, on ne peut plus avoir du blé, mais nous disons quoi à nos populations? Bon, heureusement que nous, on a encore le mil, on a le maïs, on a d'autres éléments qu'on peut utiliser. Oui, justement, à mais cette époque... Prenez l'Afrique du Nord où le pain, si tu augmentes 5 francs, ça peut créer des émeutes immédiatement le lendemain. Mais vous voyez ce que ça pose comme problème. On a connu en Somalie, c'était le cas. Mais le Soudan, l'Égypte, le Soudan... on a connu plusieurs fois les émeutes du pain, comme on l'appelle. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. Mais si on ne fait pas attention, on va aller à ce niveau. Puisque, il faut le dire, le blé fait de plus en plus partie de l'alimentation dans nos pays. Mais si on peut le produire, nous avons les espaces géographiques pour le faire. Les techniciens sont là pour accompagner les paysans pour qu'ils puissent produire le blé, mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Parce que quand on ne le fait pas, on rentre encore dans cette économie extravertie, mais pratiquement 800 000 tonnes de blé achetées de l'extérieur par le Sénégal, mais c'est également autant d'argent sénégalais qu'on va aller déposer dans l'économie de notre pays. Il aurait été meilleur que ce soit des paysans sénégalais qui le produisent et qui récoltent leurs revenus en prenant le prix de vente de 800 000 tonnes de blé. Vous imaginez ce que ça représente sur le plan financier. Sur le plan financier, les chiffres parlent de 149,3 milliards de francs CFA en 2021. Vous imaginez ce que ça fait? C'est énorme. Mais mettez-le dans les poches de nos paysans, mais c'est le pays lui-même qui souffre. Puisque le paysan utilisera cet argent pour acheter du matériel, pour aller faire autre chose. C'est l'économie du pays qu'on va booster. Ce n'est pas que ça va être de l'argent qu'on met entre les mains du paysan seulement. Si on veut que nos pays se relèvent d'un point de vue économique, mais il faut arrêter avec cette économie extravertie où tout l'effort que nous faisons pour avoir de l'argent, nous l'utilisons pour acheter des choses qui nous viennent d'ailleurs. Mais quand est-ce qu'on va capitaliser de quoi faire en sorte que nos pays ressemblent aux pays développés? Au Togo, le gouvernement, le chef de l'État a initié le projet FOPAT qui donc vise à accompagner les agriculteurs dans différents secteurs de culture, à mieux développer l'activité. Comment est-ce qu'on peut mieux faire un suivi d'une telle initiative pour arriver à avoir de résultats concrets? Le suivi est indispensable parce que nous n'avons pas la culture du blé. Il faut qu'on initie les paysans, qu'ils voient d'abord l'intérêt, qu'ils voient le marché, parce que les paysans aujourd'hui, ils ont fini par ne plus faire confiance à une bonne partie de nos États, puisqu'on les met dans une chose, on les met dans du coton, on les met dans du ceci, on les met dans du cela, mais après... Après aussi, il faut tenir compte des potentialités du pays. Oui, mais c'est que eux, leur problème, c'est à la vente, on leur fixe un prix. Et parfois, le prix ne correspond pas à l'effort qui a été fourni. Sans compter que vous avez d'autres qui ont les moyens, qui attendent que les choses sortent, qui l'achètent, qui gardent et qui les revendent après. Celui qui n'a fait que acheter, conserver et revendre a une marge bénéficiaire qui dépasse largement la marge d'un paysan qui a travaillé pendant 3 mois. Je crois que c'est tout ça qu'il faut revoir.
pour que le paysan puisse vivre de son effort, qu'il puisse vivre de sa sueur. Mais en ce moment, si on les accompagne avec des techniciens qui leur montrent comment on peut faire la culture, puisque au niveau de ce côté dont je parle à Abatiam, leur expérimentation montre qu'on peut avoir de 2 à 2,5 tonnes à l'hectare. Mais si on fait cet accompagnement, ce blé, par exemple, produit et acheté, transformé sur place, utilisé sur Justement, place. c'est la transformation sur place qui peut aussi mais non, c'est facile. être avantageux pour les meuniers sont là pour transformer le blé en farine qu'on va à grande échelle, il faut aller vers au niveau des l'industrialisation. boulangeries, etc. Mais oui, mais c'est pour dire qu'il y a déjà une petite échelle qui est là. Oui. Mais bien sûr, si on veut le produire en quantité, mais on n'aura même plus besoin d'aller chercher de la farine pâtissière et tout cela. Cela va pouvoir être fait sur place. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi l'accompagnement est important parce que il y a de l'espace, il y a des terres cultivables, il y a des bras, il y a des techniciens. Le seul problème parfois qui se pose, c'est l'eau, alors que l'eau n'est plus un problème. Puisque partout où vous voyez les gens produire correctement, on ne produit pas sur la base de la pluie, on produit sur la base de l'irrigation. Et c'est des techniques également qui sont parfaitement maîtrisées par des techniciens togolais qui, s'ils accompagnent nos parents paysans, mais ils pourront nous fournir des éléments qu'on va pouvoir consommer de façon, j'allais dire, bio, meilleur que ce qu'on nous donne, parce que parfois on nous donne les éléments qu'on a gardés pendant très longtemps, c'est les stocks qu'on évacue, qu'on nous envoie, mais on aurait pu produire chez nous de la qualité et pouvoir l'avoir à un prix qui est plus intéressant que le prix sur le marché mondial. Produire pour la consommation locale, mais aussi pour l'exportation, l'Afrique en est capable. L'Afrique en est capable puisque les espaces sont là. Je disais que le Sénégal a fait, le Togo a fait, le Burkina a fait. Je n'ai pas regardé les autres pays, mais ces pays-là ont produit, c'est clair, c'est net. Certainement d'autres pays, puisque très engagés dans le Sahel, ne pourront pas le faire parce qu'il y a quand même un problème climatique par rapport au blé. Mais ceux qui ne sont pas concernés par cette contrainte, mais vont pouvoir produire et permettre à ceux qui sont concernés par cette contrainte d'avoir du blé produit en Afrique, au lieu d'être obligé d'aller le chercher en Russie. Regardez d'où ça vient, regardez le trajet, regardez les taxes qu'il va falloir payer et tout. Mais si on parvient à acclimater le blé, à pouvoir le produire de façon locale, mais nos populations vont pouvoir en bénéficier à un prix qui n'aura plus rien à voir avec le prix actuel. Et on parle de l'Union africaine, on parle du marché africain, mais ce sera l'occasion de mettre en place ce marché africain du blé où tous les Africains achèteront de préférence du blé africain. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui en Afrique, les agriculteurs sont plus intéressés par des cultures pour satisfaire la consommation locale ou vers des cultures à exportation? Parce qu'il y a aussi, aujourd'hui, on produit plus du soja peut-être que de la tomate, que du maïs qu'on consomme localement. C'est aussi le profit qui prend plus d'importance. Mais malheureusement, ce qu'on appelle les cultures de rente, les cultures que l'on va vendre pour transformer en espèces sonnantes et trébuchantes sont en train de prendre le dessus, mais ça crée un problème aussi. Parce qu'un pays comme le Togo doit pouvoir produire du maïs et même mettre du maïs sur le marché international. Si on laisse les paysans continuer à aller vers ces cultures de rente, mais le paysan finalement va être obligé de prendre cet argent pour acheter du maïs. Mais si lui-même, il ne produit pas le maïs, je ne suis pas sûr que c'est à New World qu'on va produire du maïs. Ouais. On se retrouve après avec un problème fondamental, c'est-à-dire un pays qui était capable de produire du maïs pour ses populations, de mettre du maïs même sur le marché international, risque d'être dans une situation de déficit en matière de production au niveau du maïs parce que les paysans sont orientés vers un autre produit qui leur apporte de l'argent. Il faut dire que dans nos pays également, l'argent est mis complètement devant. Et le paysan, il est là comme nous. Lui également, il veut acheter sa moto, il veut ceci, il veut cela. Si dans la production du blé, on ne lui donne pas un revenu qui lui permet de pouvoir également, lui, avoir une maison, avoir de l'électricité, avoir un robinet, mais il s'oriente vers une culture qui va être une culture commerciale, une culture de rente. Mais après, la conséquence à l'échelle nationale va être terrible parce qu'on va dépendre complètement de l'extérieur, même pour manger tout simplement la pâte de maïs. Mais la situation après peut être terrible. D'ici 2050, l'Afrique comptera près de 3 milliards d'habitants, preuve d'une démographie dynamique. Cependant, le continent n'a pas suffisamment le moyen pour nourrir toute sa population. Il faut donc anticiper. On a les moyens, mais nous ne les utilisons pas. Regardez comment de l'extérieur, les gens viennent acheter nos terres pour les utiliser pour cultiver.
En termes de terres cultivables, ce que nous avons en Afrique suffit largement pour nourrir les Africains, même à l'horizon 2050. Mais bien sûr, quand on dit à l'horizon 2050, on prépare l'horizon 2050. Si nous ne commençons pas à produire du blé aujourd'hui, si nous n'écoutons pas ces techniciens, ces gens qui font de la recherche, qui trouvent des semences améliorées, qui trouvent des méthodes culturelles qu'on doit amener, implémenter là où se trouvent les paysans pour augmenter la production. Parce que je disais tout à l'heure qu'au niveau de l'Afrique, nous sommes à peu près sur 3 tonnes, 3 tonnes l'hectare pour le blé. Mais quand vous allez dans certains pays européens du Nord, le champion, il fait 16 tonnes à l'hectare. Mais à défaut de pouvoir avoir 16 tonnes, on doit pouvoir aller jusqu'à 9-10 tonnes. Mais c'est tout un travail que ça demande, où il y a le technicien, il y a le paysan lui-même, parce que c'est lui qui va cultiver. Il y a l'État qui est là pour encourager, pour créer un marché, pour faire la transformation. Parce que s'il faut qu'on produise le blé et qu'il soit là déposé et qu'on ne l'achète pas, mais vous n'aurez pas les paysans. Oui, justement, comment accompagner avec... Parce que est-ce que l'Africain aujourd'hui a confiance aussi à consommer facilement aussi tout ce qui est produit localement que ce qui est importé? C'est aussi un problème que dénoncent des producteurs, des transformateurs locaux. Mais regardez le nombre de boulangeries, puisqu'on parlait du Sénégal, il y a plus de 2500 boulangeries au Sénégal. Et ça veut dire que la consommation du blé... Quand on dira que c'est fait avec du blé produit au Sénégal, est-ce que ce sera le même engouement derrière? Mais certainement, puisque le consommé local est quand même sénégalais. Quand vous allez même au niveau de ces boulangeries, il y a beaucoup de boulangeries qui ont depuis fort longtemps commencé à faire du pain de mil. Oui. Tout comme du pain avec du blé ajouté avec d'autres céréales, le sorgho, etc. Mais vous avez d'autres types de pain qui se font avec la farine de manioc aussi. Je crois qu'on peut faire tout ça dans tous nos pays. Et en le faisant, ces variétés qui existent, on les valorise. On les valorise, on amène le paysan à le cultiver d'une autre manière, avec un rendement qui soit beaucoup plus important. Mais en ce moment, cette question de la souveraineté alimentaire sera réglée, pas seulement par rapport au blé, mais par rapport à beaucoup d'autres variétés qui sont là, que nous allons chercher à l'extérieur, alors que nous sommes en mesure de les avoir sur place et d'une qualité meilleure, parce qu'on n'a pas besoin de nous enfermer dans les engrais chimiques et autres là. Nous pouvons, avec nos méthodes traditionnelles, avec la fumure, etc., avoir des produits qui, d'un point de vue biologique, ont une qualité supérieure. Après, d'un point de vue de coût, est-ce que ce sera moins cher ou au même prix d'achat que les produits importés? Le moins cher, c'est une politique. Parce que beaucoup de choses nous viennent de l'extérieur, de l'Occident de façon générale. Quand c'est moins cher, c'est parce que l'État a mis la main dedans. Parfois même avec des subventions qui sont tellement fortes que quand ils arrivent sur nos marchés, nos paysans sans subvention ne sont pas capables de concurrencer ces produits. Mais ça, nos États doivent faire deux choses. Mais les États, d'où ça vient? Quand nous voulons amener nos produits, mais il y a des barrières qui sont là. On ne nous dit pas n'amenez pas vos produits, mais on vous dit, bon, il y a tel taux d'humidité qu'il faut, il y a telle durée de ceci qu'il faut, est-ce que le produit est propre, est-ce que nous pouvons faire exactement la même chose? Le Sénégal le fait avec les oignons, par exemple, et la pomme de terre. Où actuellement, le Sénégal produit une quantité d'oignons qui peut suffire à l'échelle nationale, mais malheureusement, on le produit à la même période, au lieu d'organiser la production sur toute l'année. Mais quand tout cet oignon sort, il est clair que le prix sur le marché chute complètement. Pendant ce même temps, vous avez de l'oignon qui nous vient d'Europe, mais qui a été subventionné et qui a été produit de sorte qu'on peut le conserver plus longtemps que l'oignon que nous avons chez nous. Mais c'est ce même travail qu'il faut tout simplement faire. Et puis après dire aux autres, mais attendez, parce qu'au Sénégal, c'est ce qu'on fait, on ferme la porte à l'oignon étranger pour que les gens consomment l'oignon local avant d'ouvrir à nouveau la porte quand l'oignon local est épuisé. Mais c'est des revenus qui restent entre les mains des citoyens du pays. Et quand on veut développer nos pays, mais c'est par là que ça passera. On ne peut pas passer notre temps à produire, et ce que l'on produit en termes d'argent, qu'on l'évacue à l'extérieur en achetant même ce que nous mangeons. Ne parlons pas de ce que nous portons, ne parlons pas des instruments que nous utilisons, des appareils et tout le reste. Mais finalement, quand est-ce que nos pays vont sortir de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent? L'agriculture a donc de l'avenir en Afrique. Mais bien sûr, l'agriculture a de l'avenir, surtout si on quitte la forme d'agriculture, j'allais dire, traditionnelle dans laquelle nous sommes. Il faut qu'on quitte cette agriculture traditionnelle, qu'on ne se mette plus à prendre de très grands espaces pour produire très peu, mais au contraire, sur un espace beaucoup plus réduit,
en utilisant les tracteurs, tout un ensemble de techniques connues, des semences améliorées, qu'on produise une plus grande quantité sur un espace réduit, parce que bientôt, il y aura la pression également sur cet espace avec l'augmentation de la population. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes éditorialiste. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. La suite de cette émission, ce sera avec le plateau de l'invité.